L'aspect théorique a été brillamment exposé, encore une fois, mais il faut que l'on puisse, en pratique, savoir ce que l'on va mettre derrière tous les mots que nous avons entendus depuis ce matin. Et c'était l'intervention de M. Royer, je crois qu'il est parti, qui disait « J'ai ouvert un bureau, moi, à Barcelone, et maintenant, je ne sais plus, je demande à mon avocat ». Bravo M. Royer, il est parti, c'est dommage, mais je crois qu'il a tout compris, M. Royer, et la conclusion de la journée, ça pourrait être ça, je demande à mon avocat. Plus sérieusement, les questions pratiques qui se posent autour de l'entreprise familiale dans l'espace catalan font appel à un certain nombre de professionnels. Il n'y a pas que des avocats, je rassure déjà mes partenaires que je vois sourire. Ça peut être aussi des experts comptables, ça peut être bien évidemment des notaires. Donc nous allons essayer d'aborder de façon, j'allais dire, assez chronologique et de façon thématique les différentes questions qui peuvent se poser. Et nous allons commencer, pour reprendre ce que disait M. Royer, j'ai ouvert un bureau, maintenant ce bureau, je ne sais pas quoi en faire. Juridiquement, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, et donc comment est-ce que l'on constitue ce bureau en Espagne, ou inversement, quand on est espagnol, catalan et qu'on veut travailler en France, eh bien, qu'est-ce que l'on met juridiquement derrière ce fameux bureau, succursale, société, filiale, etc. Des notions que l'on va essayer de vous exposer de façon simple et pratique. Et je vais donner la parole dans un premier temps à Maître Garrigue, notaire, qui va nous expliquer les grandes lignes des différences entre les possibilités juridiques qui s'offrent à l'entrepreneur et les différences entre ces possibilités. Bien, merci et bon après-midi à tous. Merci de nous recevoir. Donc, à nous, patriciens, ce qui nous importe, à mon sens, c'est d'abord la nécessité de s'adapter aux besoins du client. Et on ne va pas présenter à un client qui va ouvrir une petite croissanterie, une holding, et vice-versa. Donc il y a une nécessité absolue d'adapter le schéma qu'on propose au client et, à mon avis aussi, de lui présenter un schéma qu'il soit capable de comprendre et de mettre en œuvre. Un montage compliqué à un client qui n'est pas capable, de par sa profession, de le mettre en œuvre, c'est peut-être le mettre dans une situation d'échec dès le départ par notre propre faute. Alors il va falloir faire un choix d'abord entre une entreprise individuelle ou une entreprise sous forme sociale. L'entreprise individuelle sera peut-être réservée aux petites structures qui démarrent. Il y aura peut-être un regain de cette entreprise individuelle, notamment avec les dispositifs qui sont entrés en vigueur cet été pour la protection du domicile personnel. On s'attachera à conseiller l'entrepreneur individuel d'opter pour un régime matrimonial séparatiste afin que les risques de mauvaises affaires ne se propagent pas à son couple. Il y aura ensuite le choix de la structure sociale. Alors cette structure sociale, elle est très variée en France. On l'orientera, à mon avis, plutôt vers une société qui va permettre d'organiser une étanchéité juridique entre le patrimoine dans lequel il exercera son activité, dans lequel il prendra ses risques, et son patrimoine personnel qu'on tentera de mettre à l'abri. Les SARL, les SAS, les SA sont tout à fait adaptés à ce type de projet. Bon, évidemment, tout ceci est à mettre un petit peu, à relativiser un petit peu, parce qu'il y a quand même quelqu'un dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, qui est Monsieur le banquier. Et Monsieur le banquier, quand il viendra, bien sûr, il ne manquera pas de demander à faire éclater cette protection, en tout cas à son profit, par le biais de contrats de cautionnement, etc. Donc la protection à travers la SARL avec un contrat de cautionnement, bon, c'est un peu le miroir aux alouettes à mon sens. Donc ce choix-là, évidemment, va devenir un petit peu plus complexe si intervient l'immobilier d'entreprise, qu'il va falloir mettre à disposition de l'entrepreneur. Sous quelle forme ? Est-ce qu'on va intégrer l'immobilier à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir l'amortir ? Ça a des conséquences ensuite à la revente. Et donc, on enchaîne rapidement, parce que je ne crois pas avoir un temps de parole quand même très long, sur les questions qui vont se poser au niveau de l'optimisation fiscale. Va-t-on choisir de l'IS ? Va-t-on choisir de l'IR ? Ça, je pense que mon voisin de droite sera mieux préparé que moi pour y répondre.
et puis on va ensuite réfléchir à comment financer tout ça. Voilà. Merci. Nous avons la chance d'avoir l'expérience d'un notaire catalan qui peut peut-être compléter ce qui vient d'être dit par Maître Garrigue. En français ou en catalan, qu'est-ce que vous préférez? Mon français, c'est pas très bon, excusez-moi. Je n'ai pas un grand vocabulaire. J'ai oublié. Je l'avais, mais je l'ai oublié. À l'Espagne, pour aller faire une entreprise à l'Espagne, on peut commencer pour un bureau d'information, mais le bureau d'information n'est pas possible d'avoir une activité commerciale. Après, on peut choisir de travailler comme personne physique, constituer une société, une acte notarié, une écriture, enregistrement au registre mercantile, c'est le plus habituel. Ou bien une fusion transfrontalière avec une société espagnole. C'est une autre sorte de faire une succursale. Succursale, on dit en français. Ou filiale. Filiale, c'est même une société nouvelle. Succursale, il a besoin de presque les mêmes requisites, les mêmes tramites, gestion et conditions qu'une société nouvelle. À la pratique, les Français qui arrivent à Espagne, ils travaillent 90% avec une nouvelle société. Ou bien ils achètent une société déjà constituée, déjà enregistrée. Il est nécessaire avoir beaucoup de la confiance avec le bureau, le buffet, les avocats, les personnes, les notaires, les personnes qui les portent, parce que c'est dangereux, parce qu'on ne connaît pas si les comptes qu'ils sont dépôt au registre mercantile, parce que les sociétés en Espagne ont une obligation chaque année d'introduire les comptes au registre mercantile, mais on ne connaît pas s'il y a des autres. Et le plus habituel, c'est ça, on fait par bureau d'avocats, usuellement, habituellement. Ils sont une société, mais ils sont un peu les garants de que ces sociétés sont il n'y a pas de dette, de crédit. Alors, pour constituer une société en Espagne, maintenant, c'est très facile. Et c'est plus facile qu'il y a quelques années avant. Il n'est nécessaire nier sur le numéro d'identité d'étranger. Parce que la société est constituée par un étranger, non pas résident en Espagne. On parle d'un Français. Un Français, personne physique, ou bien un Français, société. Habituellement, c'est ma pratique, je suis notaire en retraite, s'il y a 4 mois. Ma pratique, c'est que usuellement, c'est un seul propriétaire, une seule personne physique ou juridique qui fait la société. Et cette personne, elle a déporté, elle a des felonies, un numéro d'identité d'étranger, et il a déporté ou bien un extrait du registre de commerce de France, si le partenaire l'unique propriétaire de la société nouvelle, c'est une société, extrait du bureau, apostillé. Si le notaire il connaît le français, pas nécessaire traducteur officiel, sinon il est nécessaire traducteur officiel, et apostillé. L'apostille, c'est en France 15 ou 30 jours, je crois.
peut-être. C'est l'apostille minime. Plus rapide maintenant. Maintenant, plus rapide. Hein? Oui, un peu plus rapide. Plus rapide. Il faut l'envoyer à la cour d'appel à Montpellier. À Montpellier. C'est bien. Toutes les fois que je fais, minimum 15 jours, on m'a dit. Et après, il faut l'acte notarié, il a les statuts. Les statutos, normalement, couramment, ce sont toujours les mêmes, presque toujours les mêmes. On doit faire concrétion de l'objet social, c'est très important, et le siège social. Le siège social doit être à l'Espagne, nécessairement. Le capital, la meilleure option, c'est la société limitée. C'est 3 000 euros capital qu'on ne peut pas faire, c'est pas nécessaire faire à l'argent. Il est possible de faire en espèces. Il est possible en bien informatique. En ce cas, le propriétaire il a responsabilité devant la société et le créditeur de la réalité du valeur qu'on lui a donné. Moi, j'ai fait une fois une société avec apportation pour le capital de know-how. En espagnol, c'est le fonds de commerce. Et en français, fonds de commerce. Pas de problème pour enregistrer au registre mercantile. Il y a 5-6 années. Maintenant, ce n'était pas possible à Gironde et à Barcelone enregistrer au registre de commerce une société avec une apportation de know-how, à mon avis. Il a changé l'idée de registre. Après, maintenant, le nom de la société, il est nécessaire de demander un registre qu'il y a des dénominations de la société, à Madrid. Ça, on peut faire par Internet. Le notaire, il fait le même jour, et le même jour qu'on fait la société, le notaire peut donner une copie et le NIF, numéro d'identité du fisc. Même jour. Et même jour, on peut aller à la banque. Le jour avant, au même jour, il a été nécessaire d'ouvrir un compte à la banque avec l'argent. Si le capital, il est avec de l'argent. Et la banque, il donne une certifié, et avec ce certifié, on fait l'acte notarié, le certifié, l'acte notarié et le statut, on va tout au registre. C'est pas le notaire doit donner le conseil de ne pas porter 3 000 euros en monnaie parce qu'il y a le blanchissement de capital. Et alors, le notaire a l'obligation de ne pas dire rien dire le client et notifier l'institution de blanchissement de capital. C'est l'origine des fonds. Alors, en effectif, ce n'est pas possible à la pratique. Il y a quelques années, on fait beaucoup, mais pas maintenant. Oui. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Et pas avec carte de crédit. D'accord. Merci pour votre intervention. Le but, vous l'avez compris, de cette table ronde, c'est de vous montrer que la théorie offre beaucoup de possibilités et que toutes ces possibilités doivent s'adapter à la situation particulière de chaque entreprise, de chaque entrepreneur, et que dans notre espace catalan français... Seulement une minute, s'il vous plaît. Oui. Parce que j'ai eu une expérience avec un client français. C'était personne physique. Il m'a demandé de faire un acte notarié. Il n'a fait pas société. Il travaillait comme personne physique, il y a une année.
Et l'avocat de ces clients, il est venu, m'a demandé de faire une acte de notoriété de qu'il avait un magasin avec des produits qu'il importait, il achetait à 3e pays et il faisait distribution à la France. Alors, il travaillait avec toutes les choses avec la loi en Espagne. Il payait les impôts en Espagne, la sécurité sociale en Espagne, mais la sécurité sociale de quelques employés en France, puisqu'elle était française, il y a un accord, il est possible. Mais le samedi et le dimanche, il passait les Pyrénées et il venait chez lui avec sa famille. Et il travaillait avec ça. Mail pour les clients, mail pour les vendeurs. Et le fils français, il m'a dit que le fils français lui demande de payer un impôt en France parce que lui dit qu'il travaille en France, pas en Espagne. Je veux expliquer ça parce qu'il avait un problème. Un gros problème. Pour faire travailler en Espagne, le fisc n'a pas encore ces attributions, ces facilités, c'est si facile de comprober, d'avoir information de qu'on fait, qu'est-ce que nous faisons avec l'ordinateur le samedi et le dimanche. Mais en France, je crois qu'il a ces possibilités très facilement. Oui, en France, on peut faire confiance à l'administration fiscale. Ils sont très efficaces. Pas encore en Espagne, mais en France. Alors attention, si on va travailler à l'Espagne, attention, qu'est-ce qu'on fait le samedi et le dimanche avec l'ordinateur. Alors pour enchaîner sur le thème que vous abordez, on va donner la parole à Maître Dolcet, qui est avocat à Figueres. Et déjà, une première différence, parce que les avocats de l'autre côté de la frontière ont beaucoup plus d'activités que nous, avocats français, puisque les incompatibilités sont beaucoup plus réduites. Et donc, on va vous donner la parole pour vos expériences, justement, par rapport à ces problèmes d'installation d'entreprises du côté espagnol, et éventuellement les problèmes fiscaux de charges sociales que ça peut poser. Aucun problème. Une petite précision, il y a une petite erreur. Je ne m'appelle Hervé, Hervé c'est le nom de mon confrère. Je m'appelle Jean Dolcet, je travaille à Figueres et je peux vous donner une vision pratique de les affaires. Je suis d'accord avec tout le monde. La théorie c'est une chose, mais la pratique c'est une autre chose. Et l'Espagne, c'est un pays spécial. La France aussi, vous savez. Non, oui, la France aussi. Oui. Non, chaque pays a ses spécialités. Je vous explique. À la France, vous êtes très formalistes et la loi c'est stricte. En Espagne, la loi existe, mais à la pratique, la seule loi que s'applique, c'est la résolution de l'agència tributaria. Et ça, c'est un premier problème. L'agència tributaria, ce n'est pas le ministère des Finances et l'agència tributaria, c'est un organisme pour faire de recaptación des impôts. C'est un organisme privé, c'est un organisme qui applique la loi et on dit qu'Espagne, c'est un Estado de Derecho. J'ai beaucoup un état de droit, oui. De dubtes. Bon, à la pratique, nous avons le même code de Napoléon à l'origine, nous avons la même loi, c'est sûr, mais je dis tous les jours que la traduction qu'on a fait à l'Espagne, c'est différent. Ce n'est pas la même loi. Ça c'est la traduction espagnole. Si vous prenez toutes les résolutions et les applications sur la TVA du ministère des Finances, toutes les traductions, il y a un bénéficiaire. Ce n'est pas le contribuable, c'est sûr. Bon, en Espagne, vous devez penser une chose très simple. L'administration ne fonctionne pas. Dans un premier temps. Les sociétés privées fonctionnent et le ministère des Finances, agència tributaria, seulement on a besoin d'argent. Et s'il y a quelques doutes, s'il y a quelques affaires qu'il n'est pas d'accord,
vous devez faire la réclamation au tribunal. Et ça, c'est un gros problème à l'Espagne. Le tribunal, on a un délai formidable. À la France, vous pouvez parler de 6 mois. En Espagne, c'est possible de parler pas de 6 années, mais de 3 années. Ça peut arriver devant les tribunaux français aussi. Hein. Oui. Surtout en matière de tribunal administratif qui est censé gérer les questions fiscales, on est quand même sur des délais qui sont assez longs. Oui. Una petita reclamació al Ministeri de Finances o Agència Tributària, perquè el Ministeri de Finances és un organisme de Madrid qui ne treballa, com la resta de l'administració. Una reclamació a l'Agència Tributària pour aller au terme minimum des années. Ça, c'est une question très importante. Si vous avez des problèmes de clients, avec les clients, minimum de réclamation de 3 années. I la primera chose, per mi, importante, ja aconsella a tot el món treballar en Espanya, aucun problema, mais avec une assurance de crédit de caution o une assurance COFAS, perquè si no vous aurez de gros problemes. Quand vous aurez problemes, si vous avez besoin de l'ENIE, l'ENIE, c'est le numéro d'identificació d'extranjeros. La constitució de la societat és ràpida, el nom de la societat és ràpida, però l'ENIE, c'est le numéro d'identificació. Ça depèn del governament civil. La policia, ça implica 10 mois, parce que c'est un numéro, c'est un ordinateur, et police, numéro d'ordinateur, ne fonctionne pas. C'est-à-dire 10 mois. A partir de ça, si vous avez besoin des autorisations de l'administration, changement d'un compte de l'eau, d'une administration autonòmica, tout dépend. Hi ha un dossier pour changer seulement le nom en année. C'est-à-dire, on doit faire d'attention et de prévision. Par contre, beaucoup de choses que à la France vous êtes très strictes avec la comptabilité, avec le mouvement de fonds, avec la compte courant, etc., à l'Espagne, ça marche. Ça marche. Seulement, mon conseil, c'est faire attention, penser que le véritable problème, c'est l'agència tributària, et mon conseil, c'est de présenter la documentation à l'agència tributària. Le reste fonctionne. Par contre, nous avons un gros avantage, la comptabilité fonctionne dans le même système, tout c'est pratiquement légal, mais nous avons un gros avantage vers vous, que c'est les affaires de la charge sociale. Vous pouvez payer 60% et en plus, les charges de la société en Espagne, la charge sociale, c'est le 30%. Il y a une différence importante. Et si vous êtes le patron de la société, vous pouvez faire des cotisations aux autonomos, et la cotisation aux autonomos, c'est une cotisation forfaitaire de 260 euros tous les mois, n'importe pas la somme que vous touchez de salaire. Dans votre retraite, par contre, vous n'aurez pas de gros paiements. Mais quand je parle avec mes confrères, ils me disent son cotisation à la France à la Sécurité sociale o ma cotisation a la Sécurité sociale de 160 euros, il y a une différence importante. Petites questions. C'est important d'avoir une société, par exemple à Barcelona, à la capitale, mais je vous conseille de créer une société dans une petite province, une petite ville. Barcelona, il y a un registre mercantil, une chambre de commerce, mais il y a 18 fonctionnaires titulaires. Ça implique 18 problèmes. A Girona, seulement il y a 2. Le problème... C'est-à-dire, nous sommes les mêmes, sommes à l'Europe, mais dans une autre Europe. Et il y a une question que je vous ai parlé de l'exercici de la professió i de l'exercici de l'activitat a la Catalunya. Si cette même question on passa a l'Andalusia, c'est une autre chose. C'est-à-dire, Espanya n'existe, il y a 5, 6, 7 Espagnes. Ça, c'est une chose qu'on doit faire attention. D'accord. Merci pour ces précisions, notamment sur la différence de traitement entre charges sociales par rapport à la France, parce que je pense que les entrepreneurs de la salle ont dû être attentifs aux chiffres qui sont annoncés et qui sont sans commune mesure par rapport à ceux qu'ils connaissent. Et ça nous fait une transition toute trouvée avec
l'expert comptable, M. Sierré, président de la Chambre des experts comptables, puisque la comptabilité, on le sait, c'est une tâche lourde pour les entreprises françaises qui sont tenues à des obligations particulières. Qu'en est-il de l'autre côté de la frontière? Est-ce qu'on peut faire un petit comparatif entre ce qui se fait chez nous simplement et ce qui peut se faire ailleurs? Donc, au niveau de la comptabilité, j'aurais tendance à distinguer deux choses. D'un côté, tout ce qui concerne ce qu'on appelle les comptes de groupe et les comptes consolidés. Et les comptes consolidés, donc il y a des seuils pour établir des comptes consolidés qui ont été remontés. Maintenant, c'est 24 millions de total bilan, 48 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt, voilà, des groupes familiaux rentrent dans cette taille-là, bien évidemment. Et les comptes consolidés sont beaucoup influencés par tout ce qui tourne autour des normes internationales. Donc finalement, consolider un groupe familial français qui consolide une structure en Espagne et vice-versa, ça pose pas tellement de difficultés, puisque le langage comptable est international, donc on arrive à le faire fonctionner. La problématique est plus au niveau de ce qu'on appelle les comptes sociaux, les comptes qui vont servir à faire l'alias fiscal. Il faut savoir que le résultat comptable, c'est l'assise de l'assiette fiscale, et forcément, les comptes sociaux sont impactés par la fiscalité, et la fiscalité, elle est propre à chacun des pays. Par conséquent, il faut être, je dirais, plus attentif, et on a beaucoup plus de différences liées à la fiscalité qui vient impacter la lecture des comptes. Il y a deux sujets qui me semblent importants dans la pratique et que je souhaitais aborder. Le premier, ce sont les prix de transfert entre la France, l'Espagne et la France. En gros, c'est la répartition de l'assiette du résultat fiscal entre les deux pays. Et donc, il y a des positions qui sont prises par l'entreprise et ses conseils et qui doivent être sérieusement documentées pour prouver qu'en cas de contrôle, cette détermination des prix de transfert a une réalité économique. Donc là, il y a un risque et donc il y a du travail, à la fois pour les entreprises et pour les conseils, de bien déterminer les modalités de détermination des prix de transfert. Oui, il ne suffit pas de dire qu'on fait un transfert, il faut qu'il y ait une réalité économique derrière. Exactement, on ne peut pas se contenter d'une facturation, il faut derrière pouvoir prouver ce qu'il y a derrière cette facturation. Le second exemple concerne des impératifs qui sont propres à chacun des pays. Et donc il y en a un en France qui nous préoccupe depuis le 1er janvier 2014, qui est le fichier des écritures comptables. Donc il y a une généralisation des systèmes de contrôle de comptabilité informatisés, donc avec la nécessité d'avoir des systèmes d'information qui produisent ce fameux FEC, fichier des écritures comptables. Et donc on met en garde les structures espagnoles qui établissent la comptabilité en Espagne et ensuite qui nous demandent à nous de faire le déclaratif fiscal, de s'assurer que leur système d'information nous permettra, le jour où on aura un contrôle, de sortir le fichier que demande l'administration fiscale, faute de quoi on risque de s'exposer à un rejet de comptabilité. Merci. Donc voilà, l'idée que l'on veut transmettre tous, notaires, avocats ou experts comptables, c'est de vous expliquer que face à la complexité de la situation juridique, parce que vous avez tous beaucoup d'idées pour vos entreprises, c'est très bien, vous voulez les développer, on ne peut que vous en féliciter, mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre derrière de questions juridiques, sociales, fiscales, comptables qui se posent. Le but de cette table ronde, c'est de vous montrer que dans l'espace catalan des deux côtés de la frontière, il y a des professionnels, quels qu'ils soient, qui sont compétents, formés et qui sont prêts à répondre à vos questions. Alors je ne sais pas si on a le temps d'ailleurs de répondre à certaines questions de la salle ou s'il est l'heure, je ne sais pas, monsieur Moulin, monsieur Prieur, qu'en pensez-vous? Alors voilà, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues, nous sommes là pour y répondre. Oui? Il y a peut-être un micro qui peut vous être donné, je ne sais pas, pour qu'on puisse vous entendre. C'est juste un complément. Je suis Patrick Leland, donc je suis DRH, moi, au CREA École Sud Méditerranée. Et on a effectivement créé une filiale, enfin une succursale pour être précis, avec la caisse régionale. Et ça nous pose effectivement beaucoup de problèmes. La comptabilité, vous parliez, donc on doit en fait faire nos déclarations à la Banque d'Espagne, c'est une chose. On doit faire ici nos déclarations à la Banque de France. Et on a été obligé de négocier avec le fisc, en fait, pour ne pas avoir une double imposition entre notre succursale et la caisse régionale sur laquelle on rapatrie les dividendes.
Et tout ça est complexe. Et effectivement, après, un point commun avec la comptabilité en IFRS, puisqu'on a une déclaration commune. Donc ça paraît très simple comme ça, on est très proche de Barcelone, mais après c'est très complexe en termes de normes entre l'Espagne et la France. Merci pour votre intervention. Monsieur Ciré. Pour compléter ce qui a été dit sur la notion de succursale, on l'a pas mal utilisé sur des grands groupes à la fois français et espagnols dans le cadre des gros chantiers qu'on a eu à la frontière, aussi bien la THT que le TGV. Donc ça plutôt, voilà, on s'en est sorti parce qu'on avait des grands groupes qui étaient très structurés, notamment en matière de comptabilité analytique. Et on a les mêmes exigences, mais cette fois adaptées à des PME. Et là, pour le coup, les PME sont beaucoup moins structurées au niveau analytique, et la détermination du résultat fiscalisé en France et celui qui reste en Espagne, voilà, on est beaucoup plus contrarié pour pouvoir justifier les clés de répartition qu'on utilise, parce qu'on n'a pas les outils dans la PME qui le permettent. Donc c'est pour ça que bien souvent, j'entendais des commentaires un peu en ce sens, on privilégie la filiale à la succursale, surtout sur les entreprises familiales.